les jours, midi 14h, le cœur au sud. C'est un livre d'histoire, pas tout à fait comme les autres. Et pourtant, tout ce qu'il y a dedans est vrai et avéré. La vie secrète des grands personnages de l'histoire aux éditions First nous emmène dans les coulisses des petits et des grands événements qui ont fait l'histoire. Le tout raconté avec humour et un décalage savoureux. L'auteur de La vie secrète des grands personnages de l'histoire, Guy Solène, est avec nous aujourd'hui sur Sud Radio Plus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première question, quand on voit ce livre qui, on peut le dire, se rapproche un petit peu de la présentation d'un magazine People, on va en parler dans un instant, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de parler d'histoire d'une façon un petit peu décalée ? J'ai fait plusieurs livres sur l'histoire, la culture générale, et j'aimais bien, j'ai toujours beaucoup aimé, et j'ai toujours recherché à faire des livres qui utilisent le potentiel énorme de la culture et de l'histoire, mais qui puissent passionner le lecteur, le faire rire, l'amuser. En fait, quand vous lisez de l'histoire, que vous regardez un peu ce qui s'est passé, le cinéma, par exemple, utilise beaucoup l'histoire pour des films, les séries télé, et ben pourquoi pas les livres ? Pourquoi faudra-t-il que ça soit toujours ennuyeux et triste ? Et moi, j'avais envie de faire un livre que le lecteur ouvre et qu'il puisse plus lâcher, où il rigole à chaque page, tout en apprenant des choses qui sont absolument réelles et avérées. Notamment, vous revenez sur des faits qui ont marqué le cinéma et les séries dernièrement. La série Les Tudors, vous parlez justement de Barbe Bleue des Tudors anglais. Henri VII qui a eu 6 femmes, dont... Henri VIII, oui. Henri VIII, pardon. Henri VII, c'est pas le même. Je me perds dans les numéros, il faut que... Non, mais en plus, c'est pas le même. Mais il en a fait quand même assassiner, il en a répudié d'autres. Et là-dessus, c'est vrai que ça a inspiré une série sanglante et ça fait rire un peu tout le monde parce qu'on se dit ça n'est pas arrivé chez nous, mais si, un peu aussi. À l'époque, je pense que lui faisait pas rire tellement les gens autour de lui parce qu'en fait, il les faisait trembler. Effectivement, quand on était la femme d'Henri VIII, sur les 6, je crois qu'il y en a 2 qui sont mortes de mort naturelle. Il en a fait décapiter au moins 2. Il y en a une qui est morte en couche. Et puis il n'a pas hésité. Alors lui, c'est un phénomène. Un phénomène de l'histoire. Il n'a pas hésité à créer un schisme dans la chrétienté parce qu'il lui fallait un héritier pour pouvoir divorcer, pour pouvoir faire. Il n'a pas hésité carrément à couper la chrétienté en deux et à faire naître la religion anglicane. Bon, par rapport à la série, ce qu'on voit sans doute moins dans la série, c'est que sur le tard, il a commencé à grossir. C'était un homme très sportif, mais c'était un énorme buveur, affamé, pas seulement de chair fraîche. Il tenait plus debout, il était allongé, il pesait plus de 100 kilos. Il pesait 136 kilos, et alors là aussi, il ne faut pas se tromper dans les chiffres, il pesait 136 kilos et il faisait, je crois aussi, à peu près la même chose en tour de taille, 136 cm. Je vérifierai dans le livre, mais c'est de cet ordre-là, 136 kilos, ouais. Il fait exploser la balance, quoi. Et alors, au-delà du fond, qui est très drôle, vous nous avez expliqué que vous avez pris un malin plaisir à écrire des textes plutôt rigolos et qui font sourire. 136 kilos, je confirme. 136 kilos. Et 137 cm. Et 137 cm de tour de taille. Alors, au-delà du fond, il y a aussi la forme qui est assez particulière. J'en parlais il y a un instant, puisque ça se rapproche un petit peu des magazines People comme Public, Voici, qu'on peut acheter dans le commerce. D'ailleurs, c'est classé sous des rubriques. En fait, c'est pas chronologique. On a tout mélangé parce que c'est ça qui me plaît. C'est de pas être universitaire, de pas être scolaire. Donc on a mélangé les rois et reines, les artistes, les écrivains, les philosophes, les penseurs. Vous retrouverez à Einstein, Victor Hugo à côté d'Alexandre Dumas ou de Henri IV. On a mélangé toutes les époques, mais tout est toujours bien situé pour que le lecteur puisse s'y retrouver. D'abord, les contextes sont toujours expliqués très simplement, mais très clairement. Les dates sont toujours indiquées. Comme vous le voyez, la date de l'histoire est toujours indiquée, donc on peut s'y retrouver. Et comme dans les magazines People, c'est du magazine People. Je dis, on voit une rubrique glamour, une rubrique faits divers, il y a la Tsar Academy, il y a les trash dossiers spéciaux. Sur l'éducation des tsars, passionnant. Et puis sexo aussi, il y a toute une page sexo. Une grosse rubrique. Sexo, oui. Alors il y a le glamour, il y a le sexo, on apprend un petit peu le contenu des lettres que Napoléon envoyé à ses épouses. Les missives pornographiques. Voilà, exactement. De Napoléon à Joséphine. Je ne vais pas citer ce qu'il dit parce que c'est trop coquin, mais bon, il y a des choses assez savoureuses. On apprend aussi que... ça va, 1000 baisers sur les yeux, les lèvres, la langue. Bon, je ne lirai pas la suite. Voilà. Ça va quand on censure.
Ça va, non, il y a beaucoup de choses comme ça très, très savoureuses aussi sur les maîtresses officielles, les favorites des rois. Alors entre leur guerre, Madame de Pompadour qui organise une sorte de harem pour rester la favorite de Louis XV, tout ça expliqué, les motivations avec des belles illustrations. Comme en des images détourées, des montages, un peu comme dans la presse People, puisque nous on trouvait qu'il y avait une grande richesse en fait dans la presse People graphique et que c'est très créatif. En réalité, la presse People est extrêmement créative, donc on s'est inspiré de ça. On a repris les rubriques, alors on est allé jusqu'au bout. Il y a la rubrique cuisine où vous apprendrez que Victor Hugo mangeait les oranges avec leur écorce et les langoustes avec leur carapace. Vous découvrirez que Balzac a inventé la boisson énergisante. Quand vous découvrirez sa recette du café du matin, vous comprendrez pourquoi il avait mal à l'estomac toute sa vie. Il y a même un horoscope. Il y a même un horoscope, c'est incroyable ça. Il y a même un horoscope. Alors l'horoscope, c'est un peu plus des private jokes. Je sais pas, sur lequel je vois là par exemple, Paul Verlaine. À la rubrique travail, vous avez les sanglots longs. Dans tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, tu te souviens des jours anciens et tu pleures. D'accord. Voilà. C'est un peu mais par contre, la Tsar Academy, à ne pas confondre avec la Star Academy, c'est beaucoup moins bon enfant justement que la Star Academy, parce que là on apprend à comment magouiller, comment voire même emprisonner ou décapiter son fils ou son mari pour devenir tsar. Ah oui, par exemple Catherine II qui a détrôné son mari, qu'elle n'aimait pas, que personne n'aimait d'ailleurs, parce que lui avait été un peu traumatisé par son éducation, tout ça on l'explique dans le livre, par son éducation très douloureuse, on l'a éduqué en l'affamant. Donc lui, son dada, c'était de torturer des chiens et des chats. Sa femme l'aimait pas beaucoup, ce qui fait que finalement, assez rapidement, après son accession au trône, elle a intrigué pour le faire dégager. Il est mort étranglé. Et Catherine II de Russie a été une des plus grandes impératrices de Russie. Oui, on a la Tsar Academy sur un certain nombre. En réalité, on a beaucoup de potins, beaucoup de choses amusantes, mais on est toujours dans la grande histoire. On parle toujours petite histoire, grande histoire. On est toujours dans la grande histoire. Là, l'histoire de Catherine II de Russie, ces problèmes de couple dans le couple de Catherine II, ça débouche sur l'une des plus grandes tsarines de l'histoire. Si vous regardez aussi la guerre, par exemple, que se sont menées Louis XIII et Marie de Médicis, sa mère, on a appelé ça une guerre atomique, même si l'atome n'avait pas encore été inventé à cette époque-là. C'est ahurissant. On apprend aussi que Richelieu, je ne sais pas si vous le saviez, mais Richelieu a été décapité. Cardinal de Richelieu. Mais c'est en 50 ans après sa mort, en réalité. Il a été décapité pendant la Révolution. Les révolutionnaires qui aimaient bien, qui décapitaient tout ce qu'ils pouvaient, ils l'ont décapité. Ils sont allés le chercher dans son caveau, ils ont joué au foot avec sa tête, et il y a quelqu'un qui est parti avec sa tête sous le bras. Ça alors. On a toute une série sur les têtes, parce que bizarrement, les têtes de grands personnages ont toujours éveillé l'intérêt du public, et donc on a aussi un dossier sur Albert Einstein, dont le cerveau a été conservé, découpé en 240 petits cubes et envoyé dans le monde. Alors il est parfois exposé dans des musées ou il est dans des labos. On a perdu aussi la trace longtemps de la tête de Henri IV, qui avait elle aussi été volée par les révolutionnaires. On a fini par la retrouver. Qui aurait été retrouvée il y a 2 ans. Elle a été retrouvée. Voilà. Oui, elle a été retrouvée. C'est tout récent. Donc en fait, on aurait fait ce livre quand il y a 2 ans. On aurait dit on n'a jamais retrouvé. L'histoire est une matière constamment vivante. Si vous regardez même des événements très datés, vous les regardez 6 mois après, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Donc c'est passionnant en réalité. Il y a aussi une page sur laquelle je viens de tomber qui est assez sympathique, c'est concours de beuverie chez les écrivains. En gros, quels sont les plus gros alcooliques chez les écrivains ? Les plus gros alcooliques, oui. Celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est vraiment magnifique au niveau graphique. Alors, Palme d'Or La Palme d'Or, c'est Charles Bukowski. D'accord. On a une compétition féminine et une compétition masculine avec Françoise Sagan. À chaque fois, aussi. il y a du niveau. C'est vraiment, Françoise Sagan, Marguerite Duras, qui pouvait même plus écrire tellement elle était alcoolique, elle tremblait. Marguerite Duras qui disait qu'elle n'écrivait bien que dans la souffrance. Donc, elle a souffert. Je crois bien qu'on a indiqué qu'elle a fini par avoir une cirrhose. Et compétition masculine. Alors entre Hemingway, Edgar Poe, William Faulkner, Malcolm Lowry, tous de très grands auteurs dont j'espère que ces petites notices biographiques peuvent donner envie de les lire. C'est quand même Charles Bukowski, l'auteur par exemple des Contes de la folie ordinaire, qui gagne la palme et on le connaît bien en France, Charles Bukowski, parce qu'il a réussi l'exploit de se faire vider du plateau d'Apostrophe, l'émission littéraire de Bernard Pivot.
Il s'est fait vider. Alors on voit toujours l'image sur le plateau quand à un moment il se lève tout titubant, qui s'appuie sur la tête de ses voisins et qu'on le met dehors. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a fallu le jeter dehors des studios de Antenne 2 à l'époque. Je crois que c'était pire que Gainsbourg, même sur scène. Hein, Gainsbourg n'était pas violent, lui, il pouvait carrément devenir brutal. Non, mais parce qu'on a tous vu quand même Gainsbourg sur scène qui chantait un verre à la main en tremblant et une cigarette dans l'autre aussi. Il apparaît pas dans votre livre, mais Bukowski. Non, Gainsbourg, c'est un peu trop récent parce que. Mais vous avez arrêté à quelle année d'ailleurs? Ça dépend en fait des sujets. Ça dépend des sujets. Parce que Bukowski, c'est presque contemporain aussi. Quand même. Ah oui, au niveau des écrivains, on va jusqu'à assez récemment. On a même un dossier, par exemple, sur la sécurité routière, les accidents de la route, parce que les écrivains n'étaient pas seulement alcooliques, ils conduisaient aussi. Alors, voyez-y un rapport ou pas, mais il y a eu beaucoup d'accidents de la route. Albert Camus est mort dans un accident de la route, et ça, c'est relativement récent. Roland Barthes, de très grands écrivains. Hein. On explique toujours un petit peu ce qu'ils ont fait. Là, je vois l'auteur d'Autant. Mais alors, Albert Camus, ou alors, c'est un manquement à ma culture générale, mais je ne savais pas qu'il était je savais qu'il était mort d'un accident de la route, mais pas qu'il était alcoolisé au volant de sa voiture. Non, il n'était pas alcoolisé. Non, en l'occurrence, non, il n'y a pas de rapport. Parfois, les accidents de la route peuvent être en rapport avec le taux d'alcoolémie, mais en l'occurrence, pas du tout. Au contraire, Albert Camus devait prendre le train, il a décidé de remonter à Paris avec son éditeur et un accident. Il n'était même pas au volant. Dans un tout autre style, un peu plus léger, il y a aussi le festival des dents pourries. Ah oui. Comment vous avez fait pour connaître l'état des dents de, par exemple, Louis XIV Joséphine, c'était connu qu'elle se cachait avec des éventails, des éventails pour cacher ses dents pourries. Et puis peut-être pour éventer la laine, parce qu'il paraît aussi que Joséphine, ça on indique également, avait une haleine dévastatrice. Ce qui n'a pas empêché de beaucoup séduire, d'être on les appelait les merveilleuses, ces femmes. Parce qu'elle a eu une vie, on la raconte, la vie un peu de Joséphine, qui a eu une vie extraordinaire. On apprend quand même que c'est terrible, on apprend que le roi Soleil pue de la gueule en fait. Je crois que la palme du puage de gueule chez les rois, c'est quand même Henri IV qui adorait croquer l'ail cru et l'oignon, qui était et puis bon, à cette époque-là, je veux dire, on sait qu'ils avaient les dents pourries. Ne serait-ce que si vous revenez dans l'histoire, vous savez que tout le monde avait les dents pourries. Grosso modo, voilà. Grosso modo, on le sait, mais on le sait un peu plus dans le détail. Et là, je vois Charles Quint, il était carrément prognate, il perdait toutes ses dents. Les chroniqueurs de l'époque disent qu'il n'arrivait pas bien à prononcer, il chifflait avec sa bouche parce qu'il n'arrivait pas bien à parler. Et Henri IV, c'était terrible. Il sentait. D'ailleurs, la reine Margot voulait plus dormir avec lui. Hein. Parce qu'il sentait l'ail et le bouc. Quelle horreur. Il sentait l'ail et le bouc. Mais pour Joséphine, c'est quand même, je trouve, le pire, parce qu'une femme qui est obligée de s'éventer parce que la laine est trop la bouche fermée, c'est quand même une horreur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Guy Solène. On conseille vivement la lecture de ce livre, qui peut faire un très beau cadeau de Noël, et notamment pour les ados. Si vous avez des ados qui ne sont pas passionnés d'histoire, je pense qu'avec ça, ils vont devenir des accros. Avec ces people-là... Avec ces people-là, ils vont vraiment rigoler beaucoup plus qu'avec les people d'aujourd'hui. C'est clair. Merci beaucoup, Guy Solène, d'avoir été avec nous sur Sud Radio+. Merci à vous.